Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On vous souhaite la bienvenue. J'espère que Bienvenue. vous avez passé un joyeux Noël. Oui. Oui, c'est toujours c'est toujours le problème de savoir quand est-ce que vous allez le voir. Oui, aujourd'hui nous sommes le 23 décembre. Donc nous filmons le 23 et vous, ça sera diffusé le 26. 25 26. Voilà, donc on vous souhaite, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On va vous montrer, pour commencer, on va vous montrer quelques réceptions laineuses de box de Noël. Donc qu'on avait ouvert un petit peu avant. Voilà. Mais en présence de certaines des Oui. confectionneuses. Tout à fait. Eh bien, pour commencer, on va vous montrer ce qu'on avait. On avait pris la box de Noël de Madeleine, Deline Tricot et Deline de Fil pour son activité de couturière. Voilà, donc on lui avait pris une box. Alors le nom des box, je ne pourrais pas vous dire, parce que j'avais pris une box... Si, il y en avait une traditionnelle Ouais. et une... C'était deux boxes différentes, en grand format. Voilà. Donc, je vais commencer par la mienne. Donc, moi, j'avais choisi la box, celle-ci. Donc, avec les petits motifs casse-noisette. Donc, c'est un sac à projet. J'adore le côté velours. Voilà, avec de superbes motifs. Voilà, avec le fond, la doublure. Et il y avait le petit pochon. Je sais pas comment on appelle ça, petit... Bref, la petite pochette. Voilà, avec trousse. aussi la petite trousse avec l'intérieur qui est comme l'extérieur du sac. Il y avait un sac à cake pour ma part, mais Mais c'est pas celui-là. je ne sais pas, parce que du coup, j'en ai... En fait, En fait, on en a une collection. En fait, c'est parce que de Madeleine, on a une collection et en fait, on a décidé de l'ouvrir pour en profiter. Enfin, Madeleine nous avait dit, quand elle est venue aux portes ouvertes, elle nous les a donnés à ce moment-là. Et elle nous a dit, si vous voulez vraiment en profiter pour avoir les coloris de Noël un peu plus longtemps, elle a dit, vous pouvez les ouvrir. Donc, on l'avait ouvert sur le week-end des journées portes ouvertes, le soir, parce quand qu'elle on était avait là. dîné. Voilà. Et donc, du coup, le sac à projet, il n'est pas encore utilisé parce que j'avais... Mais alors que le mien, il est Mais déjà... le sac à cake, je pense que le sac à cake qu'il y avait dedans, enfin du moins l'un des deux, il est parti déjà à l'utilisation, donc je sais plus lequel c'était. Bon, enfin bon, il y avait un sac à cake, donc de toute façon vous les verrez, on vous les présente. Mais bon, il y avait ça, il y avait des petites, il y avait des petits, Bloc maille, il y avait des arrête maille, je sais pas comment on appelle ça. stop mailles. Stop maille. Bon voilà, en forme de petits sapinous, hein. Hop là. Bien. Voilà. On met sur deux. Il y avait des jolis petits stylos. Oui, il y avait quelques... Il y avait des goodies très sympas. Il y avait des petites boîtes, il y avait aussi des petites boîtes, mais bon, comme on vous dit, ça fait, là, ça fait pile à mois que ça a été donc ouvert. on a utilisé une grande... C'est parti, dès qu'on a recommencé à tricoter après les portes ouvertes, c'est parti à l'utilisation. Et là, avec tout ce qui Et on est incapable de dire en réalité ce qui allait dedans. Hormis les grands sacs, j'ai dit à Vincent tout à l'heure, il faut retrouver les sacs. Alors c'était facile parce qu'ils étaient... Mais oui. Mais les sacs à cake et les petits anneaux marqueurs et tout ça... Donc excuse-nous Madeleine pour la publicité un peu... Non, mais c'était pour montrer... Ouais, mais on est de très mauvais publicitaires. Ah, ouais. Voilà, très joli. Voilà, moi je suis super content. Allez, sa petite... voilà. Et donc moi, j'utilise le mien. Et donc voilà, alors Didier c'était le Noël traditionnel, et je sais plus comment s'appelait l'autre box, qui était moins traditionnel. Donc il y avait un avec les couleurs un peu plus typiques de Noël, et l'autre qui était un peu plus passe-partout, un peu plus, comment tu dirais ça toi? C'était le même format même format. C'est-à-dire les contenants étaient identiques, c'était des grands, ce format de sac avec, tout était pareil, sauf les motifs. Oui. Voilà. Donc on a retrouvé un sac à cake, mais je sais pas si c'est de cette... Celui-là il est trop mignon. C'est avec un gnome, non? Ça devait être le mien celui-là. Mais je pense que c'est le tien. Ah, les petits gnomes, je sais pas. Bon, de toute façon, il n'y a pas de... le tien parce que... J'ai mon projet dedans, mais j'utilise un autre sac à cake, enfin deux autres même. Mais c'est pas ceux de... Donc je vais pas les montrer. Et puis comme je vais pas montrer ce qu'il y a de... Et donc moi aussi j'ai ma petite trousse. Alors pour le moment je l'ai pas encore... Je l'utilise pas encore. Parce que pour ce projet il n'y a pas besoin de... Et puis il reste au salon. Donc pour le moment, hop. Mais hop, on va les utiliser celles-là à mon avis pour plus pour ranger dans notre matériel que comment on appelle ça, que pour accompagner les tricots. Ça, ce sont les miens. Voilà,
dans l'un des deux, il y avait lui, il avait les petits sapins. Mais je lui ai piqué les siens qui sont... Et on avait eu, parce que moi, il est sur un ouvrage. Donc ça y est, je me souviens. Oui, alors moi, il est sur l'ouvrage. Voilà pourquoi je ne l'ai pas retrouvé. C'était un petit Progress Keeper. Est-ce qu'on va le voir? Avec un petit sucre d'orge au bout. Ça peut-être un peu loin, non? Tu vois bien? Je vois pas Ah, mais là, c'est... le problème. Bon, bref. C'est avec une jolie perle et un tout petit sucre d'orge au bout. On va peut-être le prendre comme ça. Voilà. Hop. Ouais, voilà, bon, voilà. Donc, très joli. Alors, Progress Keeper. Oui, moi, je l'ai mis sur le... je l'ai mis, oui, pour... Mais c'est celui que tu m'as piqué, non? Que j'utilisais déjà pour marquer l'endroit de... Voilà, c'est ça. Moi, je le marque l'endroit... Quand je l'ai enlevé, il me l'a Les choses comme ça, un peu plus conséquentes que des, entre guillemets, des Progress Keeper un peu plus petits. Moi, je les mets comme toi un peu. On les met pour quand les ouvrages n'ont pas trop de ni de devant ni de derrière, ou le temps que les motifs apparaissent pour voir. Ben moi, en général, je mets ce genre. Et là, il est déjà sur un ouvrage. Voilà. Donc, il y avait ça aussi. Donc, ça, c'était pour Madeleine. Ensuite, on a reçu... Alors là aussi, j'avais commandé... Pour la première fois, je voulais commander depuis très longtemps chez Eve, EV3. Elle a annoncé qu'elle sortait ses box de Noël. Oui, parce qu'il y avait plusieurs formules. Voilà, il y a plusieurs formules. Mais en général, elle, au moment où elle sort les épisodes le vendredi ou un truc comme ça, on la regarde en direct. Donc du coup, j'ai pu de suite aller sur sa boutique. Enfin, en direct. Au moment de la diffusion. Oui, non, mais je veux dire, au moment de la diffusion, elle disait les box se seront mis aujourd'hui. Donc c'était très peu, il y avait très peu de temps. Non, mais je me moque de toi. Mais c'est... Non, mais il y en a plein direct, comme ça. Non, mais il y en a plein on parfois. On était dans son bureau au moment où non, mais parce qu'il y a des teinturières, parfois, elles font la mise à jour et le temps qu'on regarde, eh ben, ça, il y en a plus et je suis plus au courant. Donc là, j'étais super content, donc j'ai de suite foncé. Donc on lui a commandé la box de Noël. Donc on l'a reçu comme ça. Donc il manque des choses parce qu'il y avait des... Ça se mangeait. Voilà, ça se mangeait. Donc il y avait des petites choses qui se mangeaient. Il y en a encore qui se mangent, mais on n'a pas. Donc on avait reçu. On avait essayé de garder un petit peu de contenu de la box pour que. Voilà. Mais c'est vrai que le plus joli, on l'a mangé. Voilà, donc là, est-ce que je peux... Ah non, je vais pas vous montrer les coloris. Je vais d'abord vous montrer ce qu'on avait reçu avec. Donc il y avait des petites choses qui se mangeaient. Voilà. Donc ensuite, il y avait des sachets de thé à l'intérieur. Il y avait une petite... c'est une petite préparation de fruits. Triple champion du monde. Alors c'est rigolo, le nom c'est Gratte-Cul Églantine. Voilà. Donc une petite... Hop là. Donc, un petit pot comme ça. Donc ça on l'a pas encore... Et alors, si je retrouve le nom, je vous remarquerai, elle avait deux box. Deux box d'inspiration différentes, certainement avec des aussi à l'intérieur avec des formats différents. Nous on a choisi le... C'est pas marqué dessus peut-être? Non. Non, c'est pas le nom de la box qui est dessus. Non. Donc, on a pris la box, donc l'une des deux boxes, je ne me rappelle plus quelle inspiration, et donc 3 écheveaux, et donc voilà les 3 écheveaux donc reçus comme ça. Et on vous montre. Tu veux que je t'aide ou... Ah, il y avait encore ça. Je suis bête. Mais oui. Hop là. Skipper et des marqueurs. Non, Progress Skipper. C'est pénible cette... Là. Avec des bonnets, des petits gants de Noël. C'est quoi? C'est une petite tasse de chocolat chaud et la petite carte. Voilà. Et les 3 écheveaux. Donc, la base, c'est 75% Merino, Superwash, 25% nylon, 100 grammes pour 400 mètres. Donc, ça, c'est un fade. Un très, très, très joli fade. Et la première chose que Didier, il venait de finir ton châle, ton glower. Oui. Frost. Et quand il l'a vu, il a dit « Oh, mais ça fait un très beau glower !» Oui. Il voyait des glowers partout. Et c'est vrai que... Donc ça, c'est le coloris. Il est très très beau. Donc ça, c'est le coloris Une nuit d'hiver. Oh, on voit pas. Je sais pas si... Donc Une nuit d'hiver. Le deuxième, c'est Poussière d'étoiles. Et ensuite, c'est Sapin dans la neige. Il y a beaucoup d'ombre là. Voilà. Donc, il forme entre celui-là et
Celui-là, un très joli fade. Mais c'est vrai que quand je l'ai ouvert, je... oh là là, oh, ça serait presque pour... Bon, c'est un peu dans les mêmes tons que mon Glow Air, donc je vais pas le refaire, mais c'est... ça aurait été impeccable. Si je l'avais reçu avant, Oui, je enfin, pense il aurait que... fallu que tu reçoives Non. 3 semaines avant. Oui, d'accord, mais admettons que si le Glow Air était sorti au moment où j'ai... Je serais parti là-dessus. Ah ouais, je serais parti là-dessus. Ouais. Ouais. Donc, très joli. J'adore. Ah oui, c'est joli, hein. Ouais, non. Très très joli. Ouais, très très joli fade. J'aime beaucoup le travail des bleus et verts là-dedans parce que c'est vraiment... Ouais, parce que vous avez même là-dedans des jolis petits speckles, là. Hop, enfin, il y a du mélange. Des jolies nuances. Ouais. Et là, c'est un très joli... Alors, c'est pas des verts... c'est des verts comme j'aime, c'est-à-dire c'est pas des verts francs, c'est des verts un petit peu bleus. J'aime beaucoup. Ouais, non, il y a une très belle... Ouais. Je vais montrer une dernière fois. Donc, merci Même si la Eve. lumière et... Merci Eve pour cette box et bravo pour le travail parce que voilà. Ouais, c'est très beau. Ouais. Très très beau. Et j'ai hâte... Alors, je pense... Je sais pas. J'aimerais beaucoup, mais je dis souvent ça, puis en fait, après, ça se dépareille. J'aimerais beaucoup tricoter un seul ouvrage avec, mais bon. Oh, quand même 3 écheveaux dans les mêmes tonalités, ça devrait être trouvable, non? Oui, mais tu sais, on le dit tout le temps, parce que parfois, quand on prend des box ou des trucs comme ça, on dit « Ah oui, tiens », et puis au final, on a un ouvrage, on dit « Ah, il manque, puis il manque pile celui-là. Il manque pile celui-là, on le prend, et puis voilà. Donc voilà pour les box. Après, les autres, on a été calendrier, mais ça, on vous l'a déjà dit, calendrier de l'avant, mais c'était... il n'y a plus rien parce que Noël est passé, enfin bientôt. Donc tout s'est mangé. Donc voilà. Et voilà ce que pour les réceptions, les nazes. On va répondre. Il n'y a pas de tricot aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de tricot aujourd'hui parce que il faut qu'on avance et sur des ouvrages. Donc on va répondre à quelques questions, aux questions de la foire aux questions. Comment en es-tu venu à teindre de la laine et à en faire ton activité? Voilà, pour cet ensemble de petites questions sur le comment je suis devenu teinturier, il n'y a pas de formation, je vais dire que, entre guillemets, tout se cache dans la littérature. Il y a des bouquins, il y a des vidéos. Elles vous apprennent le b.a.-ba, mais je dis bien le b.a.-ba parce qu'après, il faut faire et défaire pour apprendre. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les livres et ce qu'on voit sur les vidéos, c'est valable, oui, mais c'est pas valable sur toutes les bases, c'est pas valable sur tous les colorants. Donc il faut faire sa petite sauce, il faut faire pour apprendre. Je pense qu'il n'y a pas... Et puis la main aussi, la façon de faire entre teinturiers, même si on vous donnait une recette... je pense que la pâte du teinturier, il fait beaucoup, donc du coup... je pense que j'ai fait plein d'erreurs au début, j'ai fait plein de coloris, donc j'étais pas forcément super content. Et puis la technique, les techniques se sont améliorées avec le temps. Je les ai peaufinées pour vraiment y mettre ma patte, pour vraiment un gain de temps, un gain de colorant, un gain de côté un petit peu pour gagner entre guillemets, en beauté de l'écheveau. Donc non, c'est vraiment autodidacte, mais vraiment, c'est de la pratique. C'est de la pratique, il faut être très 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 curieux, il faut être un petit peu chimiste, il faut se donner un petit peu la compréhension de savoir qu'est-ce que c'est que la teinture à la main, à l'acide, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, pour justement aller chercher... des façons de faire avec un taux d'acidité, un taux de chaleur, un taux de cuisson. Et puis voilà. Donc ça se fait au fur et à mesure du temps. Ça se fait avec des bacs tests. Ça se fait avec les bacs proprement dit. On découvre petit à petit en faisant. Donc voilà. Donc il n'y a pas forcément de... Non, il n'y a pas d'école pour ça, il n'y a pas de... Voilà, c'est l'école du travail, et c'est l'école... Voilà, il faut être très 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 curieux. Il faut aller au-delà justement de cette littérature qui applique un taux d'acide, tant d'eau, tant d'écheveau et tant de colorants. Il faut aller au-delà, parce qu'au bout d'un moment, si on ne va pas au-delà, on rentre un petit peu dans un... C'est le serpent qui se mord la queue, hein, donc on ne va pas avoir tellement de... C'est pour s'épanouir au niveau des colorants, c'est pour s'épanouir au niveau des coloris qu'on peut faire.
Et si on va pas chercher justement cette petite... Oui, il y a les règles et les exceptions qu'on peut appliquer. Voilà, c'est ça. Et ça fait partie de la curiosité. Cette curiosité-là, elle ouvre plein de ses propres, sa propre façon de faire et des techniques qui font qu'on obtient des coloris et des colorants qui sont propres à nous. Voilà, et qui changent entre teinturiers, les façons de faire, les inspirations et les envies, elles viennent de ça aussi. Mais je pense que il faut vraiment être vraiment très, 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 très curieux et ne pas simplement appliquer la littérature comme... Elle sert au départ parce qu'on peut pas... On peut pas inventer la... Non, on peut pas inventer. Donc, du coup, on est obligé de lire ça et d'apprendre ça et de commencer par ça. Mais il faut vite, une fois qu'on a commencé, il faut vite aller un petit peu loin des sentiers, un petit peu. Et tout ce qui est dit en plus dans la littérature n'est pas forcément juste dans comment dire, dans la réalisation. C'est bien pour teindre à la maison gentiment 1 ou 2 écheveaux. Après, quand on devient teinturier, il faut vraiment réadapter cette littérature-là, mais qui est une excellente base, hein. Voilà. Dans l'imaginaire collectif, si le métier de teinturier peut facilement être assimilé à un métier d'homme, l'activité du tricot est souvent plus attribuée aux femmes. Ainsi, dans quelle mesure tu as l'impression d'avoir à devoir prouver plus qu'une femme tes compétences dans ce domaine? Alors, pour répondre à cette question, je n'ai absolument pas l'impression de devoir prouver quelque chose parce que je suis un homme par rapport à une femme, et j'espère que dans l'impression j'espère que mes consoeurs féminines, c'est pareil dans l'autre sens. Non, là, ça n'a rien à voir entre le masculin, féminin, homme-femme sur le travail. Là, c'est une question vraiment entre guillemets, de patte artistique. J'ai le monde au fil de Russe, j'ai mes inspirations, j'ai ma façon de teindre, et qui est complètement différente de mes consoeurs, de mes collègues teinturières. Je pense que la différence, elle est là, et ça n'a rien à voir entre homme-femme ou femme-homme. J'ai peut-être, certains disent, une patte un peu plus masculine. Moi, je ne trouve pas, parce que justement, il n'y a pas de masculinité dans les couleurs. Si on va par là, si on commence à parler de genre, au niveau du travail, il faut aussi en parler dans les couleurs. Pourquoi Donc moi, je me ressens pas trop là-dedans parce que je travaille pas comme ça, et parce que je suis pas. Je peux porter du rose fluo, je peux porter du rose, je peux porter aussi bien que du marron. Si on va par là, pourquoi Non, mais c'est une question culturelle, à mon avis. Oui, c'est une question culturelle. Mais c'est pour ça que la question, générale. La question est très très bien, elle est intéressante. Mais non, je ne suis absolument pas dans l'impression de devoir prouver quelque chose. Je pense que c'est pas prouvé. C'est vis-à-vis d'être un homme et d'une femme. Je pense que c'est vraiment faire ses preuves vis-à-vis de sa clientèle et de son, entre guillemets, de son public et clientèle. Je pense que c'est surtout là le travail qu'il y a à faire. Et non pas... Alors c'est sûr, hein, je suis peut-être en France, hein, l'un des rares teinturiers hommes sur le terrain. Mais je pense pas que ce soit une notion de devoir prouver. Il faut faire sa place, il faut trouver son inspiration, il faut trouver sa patte, il faut trouver sa façon de Oui, parce que c'est assez spécifique à la France, le fait d'être très féminin, d'être un milieu très féminin. Il n'y a pas d'autres pays auxquels je puisse penser. Je pense à l'Espagne, à l'Italie, aux États-Unis, l'Angleterre, il y a énormément d'hommes. Oui. Je sais, alors, les proportions, je sais pas si on est à part égale ou... Après, je sais pas si c'est vraiment à part égale, mais en tout cas, il y a des hommes teinturiers. Il y a beaucoup d'hommes teinturiers et tricoteurs, qui sont pas uniquement là dans le cadre de la teinture. Donc, non, je sais pas. C'est peut-être culturel, comme tu dis, je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai pas du tout et je pars pas du tout de ce principe-là. Hormis me prouver quelque chose à moi-même, avec mes propres défis, mes propres envies, oui. Après, la question genre homme-femme, ne serait-ce que même dans le tricot. Dans le tricot, de toute façon, c'est culturel, comme Vincent le disait, parce que en étant un homme, en plus, on est sur un secteur d'activité qui est toujours un petit peu
dans l'idéologie de beaucoup qui est le tricot, c'est vieillot, c'est moche, ou c'est des trucs de mamie, c'est des trucs de grand-mère. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir à tricoter en public. Je pense que je serais arrivé déguisé en clown, j'aurais attiré moins le regard que ça. Déjà, le tricot et un homme qui tricote par-dessus, c'était presque aberrant. Donc voilà, c'est vraiment culturel. Après, moi, de tout ça, je m'en fiche complètement. Là, chacun voit midi à sa porte, pense ce qu'il veut sur le tricot, sur l'homme qui tricote, sur l'homme qui teint, sur ça, je m'en fous complètement, quoi. Donc non, je n'ai pas eu à prouver quoi que ce soit. C'est plus souvent, en général, c'est quand même plus souvent dans l'autre sens. C'est toujours aux femmes, dans tous les domaines, hein. C'est toujours aux femmes qu'on demande de prouver plus. C'est vrai qu'il y a toujours des fois un décalage entre l'image qu'on se fait d'un métier ou d'une activité et le fait qu'un homme le pratique. Mais quand il y a des choses à prouver, c'est souvent aux femmes qu'on demande plus qu'aux hommes de prouver. Voilà. Quel moyen de paiement je peux choisir pour commander de la laine sur ton site? Est-il possible de vous acheter des écheveaux et que vous les mettiez en cake si on n'est pas équipé d'un dévidoir et d'un bobinoir? Je vais répondre. Il y a plein de questions. Et c'est comme quand je vous envoie des mails ou des choses comme ça, je pense qu'il faut lire. Pas se précipiter, et il faut lire. Pour commander chez Ophildorus, il faut, si vous n'êtes pas, si c'est la toute première fois, il faut dans un premier temps ouvrir un compte client. En haut du site, vous avez mon compte, vous créez votre nom, prénom, adresse. Faites attention au pré-remplissage, comme on a parfois, on enregistre, le Google enregistre, ou le Windows enregistre vos coordonnées, vos numéros de téléphone et ou vos moyens de paiement. Et quand il vous le repropose dans ce genre de création de compte, faites attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont erronées. Les numéros de téléphone, les adresses mail. Alors c'est gênant pour beaucoup de choses, c'est gênant pour les envois, parce que par exemple pour Mondial Relais, il faut absolument le mail, au moins le mail ou le téléphone. Donc c'est vraiment dans un premier temps, il faut remplir ce compte client-là. Ensuite, vous allez naviguer sur tout le site, vous mettez au panier, et après, vous pouvez choisir deux seuls moyens de paiement. PayPal, carte bleue. C'est tout. Fini les chèques, fini les virements. Je reviens pas, j'ai fait des lives, j'ai eu des boires, des personnes très très malhonnêtes. Donc, tant pis pour les autres, c'est toujours les bonnes personnes qui payent pour les autres, mais... Je ne prends plus de chèques, je ne prends plus de virements. Si vous venez à la boutique, il est possible de payer par carte bleue ou par espèce, mais vraiment sur le site, c'est PayPal et carte bleue. Au niveau des moyens de livraison, dernière chose, il y a Mondial Relais, Colissimo et DPD. Mais, la chose qui est très importante quand je vous dis soit de vous connecter à votre compte dès que vous allez sur Ophildorus ou de vous connecter, c'est parce que le site doit reconnaître impérativement votre adresse, votre code postal et votre ville pour vous proposer les relais les plus proches de chez vous. Combien de messages je reçois en me disant « il n'y a pas Mondial Relais qui me propose les relais, j'ai pas de relais à côté de chez moi ». Ma réponse, elle est « Est-ce que vous vous êtes connecté au compte ?» La réponse, elle est à 99%, c'est non. Mondial Relais ne peut pas trouver de relais près de chez vous si vous ne cochez pas si vous ne rentrez pas votre adresse de livraison. Ça, c'est mathématique, hein, Et voilà, et après vous validez, et voilà comment vous pouvez passer commande chez Ophildorus. Vous pouvez faire la demande, mais vraiment, si vous n'avez pas de dévidoir et de parapluie, vous pouvez le mettre en fin de commande dans la petite case commentaire facultatif ou je sais plus quoi. Vous pouvez me mettre un petit mot en me demandant de mettre les écheveaux en cake. C'est gratuit, mais ça me prend énormément de temps. Donc, si ça devient trop systématique, j'arrêterai la mise en cake parce que je ne peux pas passer du temps, ni moi, ni Élise. La dernière fois, Élise, c'est elle qui a fait la mise en cake. Faut pas vraiment que ça devienne trop systématique. On le fait vraiment pour dépanner. Voilà, mais c'est possible, tout à fait. Après, il y a des petits matériels. Est-ce que je suis en 2025, je vais voir si je peux pas référencer des petits parapluies, des petits dévidoirs à moindre coût pour vraiment dépanner. Dépanner, que tout le monde puisse s'équiper à moindre... Parce que moi, j'ai commencé, il n'y a pas besoin d'un investissement... Mais je sais que les fois où tu en as parlé, où tu as vu, c'était une question d'envoi aussi, c'est que ça rentrait pas dans... Oui, je peux procurer le dévidoir, ça oui, parce que c'est un petit volume, donc je pourrais en commander, parce que ça,
ça peut être expédié dans n'importe quel colis. Par contre, au niveau du parapluie, là, ça devient un peu plus embêtant pour l'envoi parce qu'il faut un grand carton. S'il n'y a que ça de commandé, ça fait un énorme carton pour pas grand-chose. Donc, ça sera à voir pour 2025. Mais pour répondre à la question, oui, vous pouvez. Le festival 2025 du Mouton Ivre a été annoncé sur les réseaux. Y retrouvera-t-on au fil de Russe? Pour répondre à cet ensemble de questions, parce que là aussi il y en a plusieurs, alors non, pas de festival laineux pour 2025, donc pas de festival du Mouton Ivre et pas de Entre-deux-Laines qui se fait à Bordeaux? Non, c'est en banlieue de Bordeaux, non? Oui, mince, marquerai le nom et les dates. Au mois de mars. Alors je vais très rapidement faire encore une fois, expliquer pourquoi. J'ai décidé d'ouvrir la boutique physique ici. Donc j'ai fait un investissement qui est énorme au niveau de toute l'infrastructure que vous voyez toujours derrière nous. Pour que les murs soient... Je pars du principe, moi j'ai une philosophie, c'est que je veux avoir tous les coloris qui sont sur le site au fil de Russe, je veux qu'ils soient disponibles à l'instant où vous passez la commande. Donc pour ça, ça demande une logistique lourde, parce qu'il faut teindre très régulièrement, en quantité assez importante, et toujours avoir ce turnover là. Pour la création de cette boutique, et surtout depuis, ne serait-ce que quand j'ai fait rajouter les trois panneaux qui sont juste derrière nous, je pensais pas que en rajoutant parce que j'avais beaucoup de réserves. J'ai fait rajouter les panneaux, je dis bon, les réserves elles vont passer sur le... Et en fait pas du tout. C'est qu'il a fallu, il y avait des trous énormes dans les coloris, il a fallu que je refournisse, ça c'était pour le week-end des portes ouvertes, il a fallu que je fournisse un travail de teinture énorme. Mais quand je dis énorme, je pense pour remplir tout le contenu, il a fallu que je teigne, je pense que c'est la première fois que je teignais autant. Les semaines précédentes... Et qu'Élise... Élise était là aussi pour largement pour aider, pour m'aider à faire tout ça. Donc c'est un travail très 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 conséquent. Donc le moindre festival, et je ne veux absolument pas toucher à ce stock-là, qui est là pour les clientes boutiques physiques de tous les jours et la clientèle Internet. Donc ce qui voudrait dire qu'il faudrait que je teigne un double stock. Et franchement, c'est impossible. Mes collègues teinturières qui font ça toute l'année, et je leur tire un chapeau énorme quand on voit que moi, je l'ai fait que sur un week-end. La quantité qu'il faut teindre à chaque fois pour chaque festival ou quoi que ce soit, moi, je suis là dans l'incapacité, et c'est l'incapacité. La première chose, c'est que je suis dans l'incapacité de le faire, d'avoir et de gérer la boutique Internet avec autant de stock, autant de rotation, et de refournir un double stock pour les salons. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je veux pas me tuer la santé, parce que Déjà, je pense que t'en fais un peu trop. Voilà, j'en fais déjà un petit peu trop, et 2025, je vais en faire moins, beaucoup moins. On commence à trouver avec Élise un rythme de croisière qui est fortement appréciable, parce que les week-ends deviennent des week-ends, pas tous, mais ça devient de plus en plus des week-ends. J'ai pris de l'avance sur les teintures, j'ai un stock maintenant un stock à flot qui est là pour faire avancer le bateau, mais je veux dire, je reteins beaucoup, ça c'est sûr, toutes les semaines, quasiment, alors c'est pas passé maintenant de tous les jours, mais quasiment un jour sur deux, du lundi au vendredi. Donc il y a au moins 3 séances de teinture par semaine. Et donc moi, faire ça pour les festivals, je suis dans l'incapacité physique. Et puis j'ai vraiment investi dans la boutique physique. Moi, je veux que ma palette de couleurs, quand vous la choisissiez, les commandes partent, je l'ai en stock. Vous passez la commande aujourd'hui, là on est lundi, la commande elle est prête, moi je la sors, ou Élise. On la prépare, elle part le lendemain ou le surlendemain, après tout dépend quand est-ce que vous passez la commande, mais grand maximum à J+2, la commande elle s'en va. Et le coloris, il est en stock. Je parle des coloris qui sont en stock. Donc je ne peux pas et je ne veux pas travailler autrement et refournir 2 fois plus. Et je ne peux pas y aller en ayant un minimum de stock parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de fournir. Et comme il y a plein d'autres projets pour 2025, les salons, malheureusement, ne font pas partie de l'aventure pour Au Fil de Russe encore pour 2025. Dans un des vlogs, j'avais entendu parler d'un potentiel futur patron de Didier, peut-être Vincent, moins sûr. Non.
tout simplement. Non. Alors je vais développer, mais je suis pas designer. Je suis et en plus ça fait partie de. Je crois que c'est en plus du geste et de la pratique du tricot, je trouve que déchiffrer et découvrir un patron, c'est un plaisir énorme. Alors, c'est comme les bouquins. Il y a des bons patrons, il y a des mauvais patrons, même mauvais. C'est un grand. Hmm. Des fois, quand on lit un livre, je vais continuer avec cette analogie, quand on lit un livre, on tombe sur une histoire qui nous plaît, mais la rédaction ou la façon de s'exprimer de l'auteur est pas au rendez-vous. Et des fois, c'est le contraire. C'est-à-dire que le patron est impeccable, mais... et pourquoi... en quoi ça répond à ma question, ça? À la question, je sais pas. Mais bon, j'en suis encore là, moi. J'en suis encore à m'amuser à tricoter, m'amuser à lire, à découvrir les patrons et à les transformer en châle. Mais non, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de choses qui existent déjà et qui sont dans les têtes, en train de bouillonner dans les têtes des vrais designers, parce que même des designers tout court. Parce que j'en suis vraiment pas un, j'ai pas l'intention de... C'est pas quelque chose qui m'est jamais... Alors je dis pas qu'un jour peut-être en réunissant deux trois idées je sortirai pas quelque chose, mais je suis pas un designer. J'ai fait qu'une fois je sais pas si j'ai encore des photos, une sorte de poncho qui s'est avéré être plus une couverture en fin de compte pour ma sœur. J'ai des photos où c'est ma nièce qui le porte. C'est basique, tout le monde peut le faire sans notion de tricot. Moi, pour ma part, la question elle a été aussi posée, plus dans l'optique un peu plus boutique. Alors, j'ai commencé des choses, une étole et un châle, et que je me suis... C'est commencé bien en plus. Hein. Oui, je me suis arrêté parce que c'est un métier. Parce que c'est un métier, parce que c'est du temps, c'est beaucoup de temps, parce qu'il y a la réalisation, il y a l'écriture, il y a la correction, on avance quelques... Donc, comme je ne suis pas designer, j'ai pas peut-être l'automatisme de certains ou de certaines qui vont tricoter, réécrire après, vont se souvenir, moi. C'était vraiment du pas à pas, ligne par ligne, donc j'ai vraiment fait des petits bouts. Donc, c'est en suspens, ça sera peut-être... mais c'est vraiment un travail, et c'est là où on se rend compte du travail de... Voilà, on se rend compte de comment Christelle a réussi à sortir au bout de 12 ans et 15 mois. Et un dur labeur. Non, mais parce que c'est un métier. C'est parce que c'est un métier et que c'est... Alors, c'est très gratifiant de le faire parce qu'on voit on voit vraiment le design apparaître par rapport à celui qu'on a en tête et on voit le vraiment apparaître. Mais je suis un petit peu comme Vincent, j'aime me laisser porter pour ce genre d'activité-là. Alors ça serait bien, ça serait cool que je sois, franchement pour la boutique, ça serait cool que je puisse faire des pulls, des châles, des étoles, sortir les kits, associer, vraiment voir mon ouvrage et mes teintures. Oui, ça serait bien. Donc ça, mais on n'est pas au pays des petits lutins. Il n'y a que 24 heures dans une journée. J'ai pas envie de me retuer à la tâche comme les 3 dernières années. Je vais pas me rajouter du travail par-dessus parce que c'est vraiment un travail. Tout comme un petit peu, je fais un petit peu l'analogie de ça, celles qui me disent, ouais, tu n'étais pas trop présent sur les réseaux, pourquoi tu fais pas de, comment on appelle ça, les plateformes de dialogue, parce que c'est un métier. En fait, moi j'ai choisi, je suis teinturier. Je suis pas ni influenceur, je suis pas blablateur, vous me voyez très rarement dans les discussions, même sur Instagram, parce que c'est un travail. Si je commence à rentrer là-dedans, c'est un travail à part entière et je ne pourrai plus teindre. Moi, j'ai choisi, je suis teinturier et je suis pas à être sur les réseaux, à ouvrir des Slack et des, je sais plus comment s'appellent les autres plateformes où on est là pour discuter, Alors, je critique pas absolument pas celles qui sont dessus. Hein. Je dis simplement que je ne peux pas. Et je ne peux pas. Très chronophage. C'est très, très, très chronophage. C'est très, très chronophage. Et je me rappellerai toujours l'épisode un petit peu de Laine Poudrée qui s'était dégagé le vocabulaire n'est pas adapté, qui était sorti d'Instagram, qui avait coupé les ponts parce que c'était beaucoup trop prenant psychologiquement.
Mais c'est pas la très seule, chronophage. c'est quelque chose qu'on entend Oui, oui, régulièrement. oui, oui. Et Instagram est très bien fait pour ça, pour happer l'attention. Complètement. Donc moi je m'en sers. Après moi il faut me voir aussi. Bon je suis Didier mais je suis aussi l'entité Ophildorus. Instagram c'est une vitrine. Je m'en sers comme entre guillemets de vitrine. Je peux échanger. C'est pas. Mais je ne peux pas. Moi par exemple le soir je ne réponds pas sur Instagram. Alors déjà j'y réponds très rarement dans la journée mais sur Instagram moi Instagram il est coupé à 19h quand je sors du labo ou d'Ophildorus pour moi il est coupé. Déjà, je ne vais même pas voir ce qui se passe sur la sphère, donc je ne scrolle pas, je tricote ou je regarde la télé ou toute autre chose, mais je ne suis pas là-dedans parce que on y passe ses soirées, c'est une perte, enfin pour moi c'est une perte de temps, c'est pas futile, je veux dire c'est juste une perte de temps sur d'autres choses qu'on peut faire. Et ben c'est pareil pour le design, c'est une perte de temps sur le tricot, c'est une perte de temps. Moi j'ai envie je passe la journée à atteindre, je passe la journée à créer un tout petit peu. Je pense que c'est déjà, entre guillemets, c'est déjà pas si mal que ça. Et j'ai vraiment envie de me libérer la tête de toute... comment on appelle ça, j'ai envie de me libérer, de me laisser porter. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me prendre la tête encore le soir avec un design à dire 3 mailles, attends ça, est-ce qu'il faut compter le nombre de mailles, est-ce que ça va coller, est-ce que l'augmentation... Non, j'ai vraiment envie de me laisser porter. Il y a un designer qui a fait ça en amont, il a sorti un beau design, il y en a des millions, comme disait, on n'aura jamais toute une vie, et pour tricoter tout ce qu'on a, et pour tout tricoter, donc je pense qu'il y en a assez. Peut-être qu'un jour ça viendra. Peut-être qu'un jour j'arrêterai de tricoter pour mon plaisir et que je dirai bon mais maintenant on verra comment tourne Ophildorus. Peut-être que je vais bifurquer entre teintures si je viens embaucher plus, si je viens me libérer beaucoup plus de temps, quoi que ce soit, peut-être que oui, je dis pas non, mais là franchement c'est un problème de temps. Voilà. Moi c'est plus un problème de temps parce que l'envie elle est là. Mais là, c'est vraiment un problème de temps et j'ai vraiment pas envie de croquer sur mon... Déjà, mon temps de tricot perso, il est déjà pas énorme. Donc si en plus, il faut que je le rogne pour faire un petit peu de design et être un petit peu prise de tête, non, ça va aller. Vincent, crochettes-tu? Sinon, as-tu envie de t'y mettre un jour? Alors non, je ne crochète pas. Alors j'ai fait des granits, mais non, c'est pas autant le tricot est quelque chose que je prends comme une danse. C'est vraiment quelque chose. Les mains suivent et j'aime ça. Autant le crochet, j'ai pas le. Je vois quand Didier crochette, c'est c'est fluide, c'est beau, et moi j'ai pas. Dès le début, avec le tricot, c'est venu. J'ai eu ce plaisir-là, mais avec le crochet, c'est pas venu. Non, j'ai pas. Et pourtant, il y a de très belles choses en crochet, mais l'art du crochet n'a pas pris sur moi. Moi, je crochette toujours. Je crochette beaucoup, beaucoup, beaucoup moins parce que le temps de tricot, faut beaucoup plus de temps pour faire un tricot qu'un crochet. Donc, du coup, je suis déjà multi en cours. Donc, j'essaie parfois d'avoir, pour me changer un petit peu l'idée, j'essaye d'avoir toujours un ouvrage crochet. J'ai toujours le plaid, enfin qu'il y a toujours, donc il y a plein de choses que je... Voilà. Ouais. Donc j'ai d'autres choses à faire, donc je vais pas en rajouter dessus, mais c'est vrai que j'aimerais avoir un ouvrage, parce que là, pour moi, le crochet, c'est vraiment, quel ouvrage que ce soit, c'est vraiment du zéro cerveau, c'est-à-dire qu'il y a une, comment on appelle ça, comme tu dis, une petite danse qui se fait une fois qu'on a pris le motif, c'est vraiment très relaxant, beaucoup plus pour moi, hein, beaucoup plus le crochet est beaucoup plus relaxant que le tricot. Parce que j'en ferais, si c'était entre guillemets que de moi, je ne ferais que du crochet. Mais pour ma part, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus fines, beaucoup plus au tricot quand même qu'au crochet. Il y a très très peu de design, il y a très très peu de design ou designers qui font des choses qui ressemblent pas forcément à des choses un petit peu vieillottes ou un petit peu napperon pour des vêtements, pour des châles ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'en fais un tout petit peu moins aussi, parce que j'ai des références comme Marina Cafoueri qui fait des tutos sur YouTube. Elle fait de très très beaux vêtements et c'est vraiment très fin, très joli, très féminin, des choses comme ça. Après, sur d'autres... Il faudrait que tu passes au crochet numéro 1 oui. Ou numéro 2. Oui. Ouais. Alors là... Là, c'est le temps de travail et c'est pareil. Hein, mais bon.
Vincent, tricotais-tu avant de rencontrer Didier? Dans les deux cas, comment t'y es-tu mis? Vivre avec un tricoteur facilite-t-il la vie d'un tricoteur? Alors, est-ce que je tricote avant de connaître Didier? Oui. Je m'y suis mis. Bon, c'est une longue histoire. Je la raconte. Alors, quand j'étais petit, contrairement à Didier qui s'est fait enrôler par sa mère. Non, enrôler peut-être pas, parce que c'est pas une passion chez elle, le tricot. Non, C'est toi qui as- c'était une obligation. Enfin, C'était une obligation. Oui, pour elle, oui. Oui. Donc toi, tu t'es juste accroché Ouais, c'est à la ça. locomotive et tu t'es C'est laissé. Non, alors que chez moi, je me souviens, petit, j'ai demandé à ma mère de m'apprendre le tricot parce que elle tricotait. Et bien en plus. Et je pense que c'est vis-à-vis de mon père elle m'a fait comprendre qu'elle allait pas me l'enseigner. J'étais très petit, hein, j'avais 7 ou 8 ans à ce moment-là. Elle m'avait dit si tu veux, un jour je t'enseignerai à coudre un bouton, ça c'est toujours pratique. Mais pour le tricot, pour le moment. Et ça en est resté là. Je n'ai jamais redemandé parce que j'avais compris que c'était plus ou moins vis-à-vis de mon père que. Elle l'a jamais dit, hein. Mais bon, c'était. Du coup, j'ai laissé tomber ça. Ma sœur, l'une de mes sœurs m'a enseigné 2-3 mouvements qu'elle avait appris. Donc je savais, je crois que je savais faire du point mousse. Voilà, vers cet âge-là. Et c'est tout. C'est tout ce que. Je m'y suis remis moi-même tout seul. Donc en 2005, donc un bon bout de temps après. Je crois que c'était autour de 2005. Parce que je passais, à l'époque j'habitais à Madrid et j'ai regardé la boutique est fermée. Il y avait une très belle boutique de laine avec tout en bois, avec une progression de la couleur comme un arc-en-ciel. C'était très très beau. Et je passais souvent devant et je me suis dit, ah, tiens, un jour il faudrait que je m'y remette. Et puis un jour je m'y suis remis. Et j'ai acheté, alors à l'époque il n'y avait pas YouTube ou pas dans les conditions qu'on a aujourd'hui. Et il n'y avait certainement pas de tuto pour apprendre à tricoter. Et du coup, j'ai après tricoté en regardant les explications de chaque point dans les magazines de tricot que j'ai pris à ce moment-là. Et voilà. Et avant de connaître Didier, j'ai tricoté un temps, j'ai arrêté un temps, j'ai recommencé un temps, j'ai arrêté un temps. Parce que je stresse énormément. Le tricot, moi, ça me fait stresser. Je stresse facilement pour tout et le tricot est vraiment pas quelque chose qui y échappe. Et du coup, le fait de connaître Didier, ça m'a permis de progresser énormément en tricot parce qu'il y a des choses que j'osais pas faire et ça a arrêté ma progression et ça m'a empêché de progresser pendant très longtemps. Le fait de ne pas oser parce que le jour où on se lance dans une technique et il n'y a personne pour nous sortir d'un mauvais pas en plein milieu où si on perd une maille ou où il y a un point compliqué qu'on n'a pas compris en plein milieu d'un truc. Le fait d'avoir quelqu'un à côté de soi, même si Didier ne sait pas, mais qu'on soit deux à chercher et qu'on ait deux cerveaux à consulter tout ce qui est disponible sur Internet pour trouver la réponse, tout ça, ça fait que je n'ai plus peur de me lancer dans quoi que ce soit, étant donné que j'ai une béquille au cas où. Et ça change tout. Le fait d'être deux à tricoter à la maison, je pense que c'est le cas pour quelques personnes quand même, d'avoir un fils, une fille ou un compagnon qui tricote, ou une mère. C'est vraiment... parce qu'on peut partager le matériel, ça... le fait d'avoir 2 kits ou 3 kits d'aiguilles et de pouvoir s'échanger en fonction de... Ça change une existence, c'est pas la même chose. C'est entraînant. C'est entraînant parce que quand tu es revenu, ça faisait longtemps que tu n'avais pas tricoté, tu t'es ça lancé. faisait 2 ans. Oui, non, mais je veux dire, tu t'es relancé quand même sur un patron en anglais, tu t'es lancé sur un Steven West avec de la laine teinte à la main. Donc, mais c'est plus ça qui m'a fait peur. C'est parce qu'il y en a beaucoup, quand elles s'y remettent, elles commencent. Je vois beaucoup de personnes, des messieurs, encore là, pas plus tard qu'avant-hier à la boutique, il est venu et m'a dit je veux me remettre. Donc il voulait pour une écharpe. Et il me dit, je dis mais il y a d'autres modèles si vous voulez. Il voulait absolument une écharpe moitié jersey, moitié point mousse. Mais voilà, la plupart du temps, c'est comme ça que les gens s'y remettent. Ou s'y mettent. Bon, s'y mettent, c'est normal. S'y remettent, voilà. Tu t'es relancé dans le bain assez rapidement. Puis après, tu n'as plus lâché
Le tricot, parce que c'est ce que j'appelle le tricot un petit peu d'envergure, c'est-à-dire le tricot pas commun, pas classique Hmm. dans le... Oui, c'est vrai que les châles. Mais c'est très plaisant, les châles. Ça permet vraiment de faire Ouais. plein de choses. Et il y a, bon, pourquoi se priver? Comment vous vient l'inspiration pour la création d'un coloris pour un écheveau? Concernant l'inspiration, d'où vient l'inspiration? Alors, il va y avoir deux choses qui vont... ça va aller très vite. Euh, il faut déjà, la boutique, il faut déjà se repérer par rapport à la demande. Si j'ai un coin où dans les roses, violets, tout ça, il y a beaucoup de trous, c'est-à-dire que c'est la demande, la couleur de la demande qui va déjà Orienté. orienter déjà pour la teinture. Une fois qu'on va être sur la teinture, qu'est-ce qui va m'inspirer? Je suis pas dans le travail, je suis pas dans le travail d'inspiration photo. C'est pour ça que vous me voyez très rarement. Alors, le côté moodboard, les fameux moodboards. Je ne travaille jamais au côté moodboard. Et quand je travaille dans un moodboard, parce qu'il en faut vraiment un, je teins et j'essaie de trouver un moodboard qui va avec. Parce que pour moi, la teinture, ça m'agace un peu de devoir toujours à ce que ce soit figuratif. Il faut toujours que ça ressemble à quelque chose. Il faut toujours que ça ressemble à... Faut toujours, non, c'est un Ah, public beaucoup, compris, certes. beaucoup, Oui, je vais bien beaucoup, comprendre. beaucoup. Faut toujours que ça ressemble. Celui-là, faut toujours que ça ressemble à un nez de perroquet. Faut toujours que ça ressemble à des plumes de paon. Faut toujours. Non, non, c'est. Enfin, pour moi, c'est pas du tout. Moi, je le fais pas. Alors, les moodboards sont essentiels dans j'utilise les moodboards quand je fais des box. Et en 2025, le retour des box, je réponds à plein de questions. En même temps, il va y avoir des retours de box printemps, été, automne, hiver, box de Noël, calendrier de l'Avent, où je vais retravailler au moodboard parce qu'il est essentiel. Et là, c'est plus pour un côté colorimétrie que je vous donne à peu près la colorimétrie de la box, c'est-à-dire cette box-là va être dans les oranges, marrons, que si jamais vous n'aimez pas ça, que vous ne retrouviez pas avec des teintures. Voilà. Mais voilà mais je pense que je vais pas, je vais peut-être réinventer le mood board non figuratif, un petit peu plus abstrait, dans des, je sais pas. Mais parce que alors quand je l'ai eu fait, je vous ai dit, je travaille toujours à l'inverse. Je crée le coloris et après je me dis si ça devait ressembler à quelque chose, à quoi ça ressemblerait. Et je colle un mood board parce qu'il en faut un. Donc moi mon inspiration elle vient pas de là. Elle vient pas forcément d'une image, elle vient pas forcément du c'est parce que c'est une envie. J'ai envie de rouge, j'ai envie de bleu, j'ai envie de violet, je me suis dit j'ai envie de travailler ces Je vais coloris là. raconter. Des fois, Didier est en train de teindre, je passe lui proposer un café ou quoi que ce soit. Et il me dit, il est au-dessus de son truc, il me dit, il manque quelque chose là. Quelle couleur je devrais rajouter? Ça ne change jamais, hein. Je passe un moment au-dessus, je regarde, je lui propose une couleur et il dit non. Et il en prend une autre et il la met. Et, euh, et en fin de compte, c'est toujours la même chose. Je sais pas où je voulais en venir. Non, je plaisante pas. Je ne sais plus où je voulais en venir. Non, ce que je veux dire, c'est que on a l'impression que des fois, oui, que les personnes partent d'une idée précise et vont construire la couleur à partir de ça. Quand je croise Didier en train de teindre, c'est vraiment c'est de la construction étage par étage, je sais pas comment tu appelles ça, cap par cap. En fonction d'une envie. Hmm. Je dois travailler dans les violets roses. Je sais que j'ai une palette à respecter, forcément. Je vais pas y mettre du. Je vais pas y Bah, mettre tu pourrais. Oui, je pourrais, mais je veux dire, si jamais je dois. Là, vraiment pour la boutique, si je dois vraiment faire ça. Et là, ça se construit comme tu dis. Donc, je vais prendre certains violets, mélanger à d'autres violets ou à d'autres roses ou à d'autres orangés que j'ai jamais utilisés ensemble pour vraiment construire. Et l'inspiration, elle se fait vraiment sur le moment. Donc c'est pour ça que je travaille très très peu sur des coloris, surtout sur les coloris à chaussettes, sur des coloris reproductibles, parce que j'aime bien cette notion de me mettre devant une toile blanche, de créer, mais sans forcément qu'il y ait au bout du compte que ça Une vienne recette, d'une recette et que ça vienne de la tête d'un lézard ou l'aspect ou que ça ressemble au corps du rhinocéros ou quoi que ce soit. Parce que moi, je suis pas du tout là-dedans. Je suis dans le... J'aime bien créer sur le moment. C'est pour ça que j'ai beaucoup de coloris éphémères. Donc j'aime... Et l'inspiration, elle vient au-dessus du bac.
Alors, c'est sûr, des associations de couleurs, l'inspiration, elle va venir. On est toujours, toute la journée, on est amené dans la vie, ce que l'on porte, dans les films, dans tout ce qu'on peut. Il y a des associations de couleurs qui parfois disent ah oui, tiens, ça serait bien que. Ah oui, tiens, ça c'est joli. Et peut-être, mais c'est pas une globalité. C'est-à-dire qu'une association de couleurs, elle va être, je vais m'en souvenir et je vais peut-être la Oui, reporter ça te dans un nourrit ensemble. sur un moment, mais Et tu puis, ne transposes et puis pas. voilà, on ne transpose pas complètement dans l'intégralité, on transpose vraiment sur un petit bout des chevaux et sur. Mais après, c'est compliqué parce que l'inspiration, c'est là où il faut se méfier quand on est teinturier, c'est qu'il faut pas laisser l'inspiration et l'envie de la couleur, enfin, ça c'est mon opinion, transparaître trop sur les chevaux. Parce qu'il faut quand même partir du principe, c'est qu'un écheveau, il doit être tricoté. Et moi, j'essaie dans les coloris les plus multicolores à me dire attention, attention. Ça peut être utilisé pour la chaussette. Donc, entre guillemets, si c'est une chaussette tout en jersey, peu importe que ça soit complètement bariolé avec du pooling ou pas de pooling. Bon, bref, ça, c'est une autre question. Mais voilà, si c'est multicolore, allons-y, ça sera rigolo. Mais je pars du principe que j'essaye de faire des choses qui, au maximum, qui peuvent être tricotées sur plein d'autres ouvrages. Qui peuvent être tricotés sur des pulls, sur des cardigans, sur des tops, sur des châles, sans que ce soit... les châles, ça reporte un petit peu sur... Quoi que pour des grandes sections, c'est un petit peu différent. Mais il y a ça aussi, il y a l'inspiration, parce que c'est pas uniquement que balancer des couleurs les unes après les autres, et superposer, et Mais il speckle, faut que et ça la respecte couleur. un certain cahier des charges. Parce que pour, ça, c'est facile. Ça, c'est de la teinture qui est facile. Tout le monde est capable de le faire. Après, essayer d'avoir un écheveau qui soit joli en tant qu'écheveau, mais tricotable, et que ce soit pas la fête aux clignoteurs et aux trucs, là, les manèges. Ça, c'est une autre histoire. Et quand j'ai des coloris comme ça, je le dis. Lors des lives où je dis attention, attention. Quand on vient, quand vous venez ou qu'il y a des clientes qui viennent et qui me disent « Ah, j'aimerais bien ça pour un cardigan », je leur dis « Surtout pas, faut pas. » Parce que ça va pas être joli. Parce que ça va pas... La couleur entre Ça les chevaux... pourrait. Ça- Ça pourrait. Oui, mais... Non, mais c'est le truc, c'est Oui, que mais la chance est tellement faible. la que- différence entre on le voit, il y a trois couleurs. 3 états. Il y a trois états. Il y a l'état de l'écheveau, il y a l'état de l'écheveau en cake et il y a l'état de l'écheveau tricoté. Et les trois sont complètement différents. Et parfois on a des bonnes surprises et parfois on en a de mauvaises. Donc parfois je leur dis peut-être que, mais attention, ce coloris-là pour un cardigan, pour une veste ou quoi que ce soit, c'est pas tellement la couleur qui... C'est pas l'intensité de la couleur. Chaque personne a envie d'une couleur. Si elle a envie de tricoter du fuchsia avec du orange, avec du violet très 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 fluo, ça c'est pas la question. C'est l'harmonie des couleurs et la position de tout ça pour que ça soit, Tricotable. harmonieux. Surtout quand il y a des motifs, surtout quand il y a de la dentelle, surtout quand il y a des torsades, parce que le tricot se tricote en couches et non pas de façon linéaire et de la même façon. On peut se trouver avec des coloris que moi j'appelle les coloris perpendiculaires, c'est-à-dire qu'on tricote comme ça et les coloris se mettent comme ça. Et quand on a une dentelle quand c'est une feuille par exemple la dentelle et qu'on a des coloris et inversement quand le motif il est à l'inverse du colorant, c'est-à-dire qu'on a par exemple une feuille et que la dégradée se fait comme ça. C'est pas forcément joli parce qu'on perd du coup la visibilité de la feuille, la visibilité de la feuille. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc on part de l'inspiration, oui, mais l'inspiration elle est toujours un petit peu freinée parce que c'est pas un tableau. C'est pas comme en peinture où le peinture on le fait, mais ça n'engage que ça n'engage entre guillemets que son intérieur ou que le mur sur lequel on va le mettre. Ça n'engage pas un vêtement porté, je sais pas si ça existe, mais une disharmonie entre le design et le colorant. Donc la notion d'inspiration, elle est forcément nécessaire. Mais c'est que le tableau, l'objet fini, c'est la toile. Enfin, Voilà, c'est ça. Sur la toile, alors que les chevaux, c'est un état par Voilà. lequel doit passer le... C'est ça. C'est ça. Les chevaux, ils seraient presque comme la peinture qu'il y a au bout du pinceau avant que ce soit peint. Donc il y a quand même une petite alerte en disant attention, faut pas faire n'importe quoi et il faut pas faire que n'importe quoi avec les teintures non plus. Il faut toujours partir du principe qu'il faut que ce soit tricotable.
Alors parfois je pars dans des délires de coloris et de teinture, mais je le dis, attention, ça c'est peut-être pour des petites touches sur un châle, sur des bordures, vraiment, donc là où vous pouvez vous amuser à faire... Donc, pour certains jacquards voilà. qui... Mais c'est là où il faut être vigilant, c'est quand ce coloris il peut être utilisé pour des grosses pièces. C'est-à-dire que je n'aime pas faire les mêmes coloris, le type de coloris, le même type de teinture sur des laines à chaussettes que par exemple sur des Merino Yaqué soie, sur des BFL soie, sur des... Voilà, je vais y aller de façon beaucoup plus... subtil. Voilà, beaucoup plus subtile, avec un peu plus de légèreté, pour que ce soit tricotable de façon harmonieuse. Quel est le patron de châle qui vous a semblé très long à tricoter et le plus rapide? Toi. Ben, le plus rapide, ça va être difficile parce que il y a des petits ouvrages qui vont ultra rapides. Après, sur des châles, le plus rapide, je vais dire parce que j'ai tricoté, c'est la Sophie Scarf, mais c'est pas. On peut tricoter aussi un petit bout et dire que c'est plus rapide. Donc non, des petits ouvrages, oui, des petits bonnets, des choses comme ça, oui, des bonnets, ça a été très Les rapide. chaussettes déjà c'est moins rapide, parce Ouais, qu'il faut en faire vraiment, deux ouais. en plus. Ouais. Le plus long pour moi, le plus laborieux, ça a été le slip Stravaganza. Où j'ai vraiment, ça a été, je le répète à chaque fois, mais ça a été pour moi le Mont Everest, parce que beaucoup de mailles dessus. Alors je l'ai bien vécu, je l'ai beaucoup mieux vécu que le Gogo Dynamo, mais là aussi avec le Strip Stravaganza avec deux versions, surtout au niveau des chevrons, une petite petit modèle ou le grand modèle. Et j'avais poussé pour faire le grand format. Mais ça a été vraiment le plus long que j'avais pu faire, ouais. S'il n'en restait qu'un, eh ben, j'hésite maintenant en ayant fait, c'était soit je sais pas si c'est le Slip Stravaganza ou maintenant le Glow Air Frost Shawl. Avant le Glow Air, c'était le Slip Stravaganza, parce qu'il m'a procuré beaucoup de satisfaction quant aux techniques, quant aux couleurs, je m'étais énormément amusé. Même s'il avait été très long à faire. Et après le Glow Air, beaucoup plus petit, beaucoup plus petit, peut-être pas, beaucoup moins de mailles, mais les techniques qui sont à l'intérieur où je me suis vraiment éclaté. Donc je dirais, allez, peut-être le Glow Air, ouais. Je suis peut-être le plus fier, ouais. Ben moi ce serait le Lada. Oui. Mais pas pour parce qu'il y a une grande partie du Lada, c'est du jersey. Hein. Et c'est très long. Et donc c'est pas vraiment le tricot en lui-même, le moment tricot qui m'a plu, mais le résultat final est... Enfin si, mais il m'a plu. Il y a vraiment, allez, 2-3 bandes de rayures à la fin dans le jersey qui sont interminables. Je sais pas combien de mailles, mais c'est gigantesque. Que cette partie-là était pénible. Sinon le reste a été agréable. Et le résultat final est superbe. Il est très beau ce châle. Je le conseille à n'importe qui. Il est vraiment très bien. Voilà. On va sur cette dernière question. On n'a pas fait de l'intégralité des questions parce que sinon l'épisode il va durer 14 jours. Voilà, 14 jours. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire la différence. Enfin, on va noter les questions auxquelles on n'a pas répondu et sur chaque épisode, en fin d'épisode, on répondra à une question qui restera. Il ne reste pas des masses, mais il en reste quelques-unes. Et voilà, on va les distiller sur chaque épisode. Ça sera mieux. Comme ça, on pourra un peu plus discuter parce que là, sinon l'épisode il va durer. Si vous regardez le 26, il va vous durer jusqu'au nouvel an, donc c'est peut-être pas le. D'ailleurs, en parlant de réponses, parce que Didier t'a répondu, j'en ai fait un peu moins, mais Didier t'a pas mal répondu aux commentaires les dernières semaines, là. Mais il en reste une quantité astronomique, on s'est laissé déborder, plus que de raison. Je pense qu'en 2025, on devrait se mettre comme règle, à partir de 2025, de répondre à tout ce qu'on peut... le plus vite possible. Donc là, et pour tout ce qui a été écrit en 2024 et auquel on n'a pas répondu, mais là on va s'y tenir là sur les épisodes là qu'on a repris depuis notre longue pause. On va vraiment essayer de vraiment répondre jusqu'au dernier épisode 2025. Par contre, moi je m'excuse, hein, mais je vais faire un tri sur 2024 sur les épisodes d'il y a 4000 ans. Il y a 3, 4, 6 mois, je vais mettre des cœurs. Donc si vous recevez une notification cœur d'il y a 6 mois, c'est normal. Mais il faut vraiment le pire, c'est que la plupart on les a lus sur le moment. On les a lus parce qu'on lit tout, on lit tous les commentaires. Attention, hein. Tous les commentaires sont lus.
Mais moi, quand je réponds, c'est que soit je réponds et je mets un cœur, ou je mets le cœur directement. Quand ça nécessite pas... quand vous mettez des petits émoticônes, c'est mignon. Mais ça nécessite pas forcément une réponse, donc on met des cœurs. Mais là, je pense qu'on va vraiment faire un tri, parce que nous, on a la possibilité de faire un tri au niveau des commentaires. On va vraiment le faire, et puis mettre des cœurs sur jusque-là, jusqu'au podcast de décembre, parce que ça fait des centaines et des centaines de commentaires. Mais en tout cas, sachez que tous les commentaires sont liés. Mettre des cœurs. Oui, non, tu peux pas mettre tout, non. Oui. Mais je veux dire, nous, quand on a remonté dans la... Parce que là, on a plusieurs centaines de... Ah oui, parce plusieurs que centaines, je sais pas le si scroll, moi, je pense que le scroll ne s'arrête jamais. J'ai jamais essayé. Eh bien, essaie, et tu verras. Le scroll, il est très grand. Sur vous voyez, les petits ascenseurs, il est très grand. On a des grands écrans, donc le scroll est très grand. Et après, plus on scroll, et puis il devient petit. Et en fait, le scroll, il reste en haut. C'est-à-dire qu'il reste encore l'ascenseur qui... Donc c'est très long. On s'est laissé à vouloir répondre. Je crois que c'est un peu le défaut qu'on a eu. Oui. À vouloir répondre, même aux voilà. commentaires qui à vouloir répondre parce que pour donner l'importance qu'ont les commentaires pour nous, pour donner une réponse à tout le monde. Et ben je crois qu'on s'est là on s'est laissé déborder. Mais c'est au-delà du raisonnable, c'est-à-dire qu'on s'est laissé déborder. Là, si on voulait répondre à tout, je pense qu'on peut on peut réserver les 2 prochaines semaines à 2 et encore, vous m'écrivez moins qu'à Didier, du coup, j'ai beaucoup moins de travail. Mais ça sera la mission pour 2025, comme tu disais, être un petit peu plus assidu, mais c'est vite. Si on veut vraiment répondre de façon correcte, entre guillemets, prendre le temps sur certaines questions, sur certaines... ou certaines, pas forcément une question. Parce que vous nous touchez régulièrement, voilà. c'est Donc c'est vrai que c'est très chronophage aussi. Mais on va s'y tenir. Voilà. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter une bonne semaine. On ne sait pas si on se retrouve en 2024 ou si on passera la barre des 2025 après. On vous souhaite un bon visionnage. Passez encore de très bonnes fêtes et on se retrouve très bientôt. Vous verrez. Voilà, on vous embrasse et on vous dit... tricot. Et bon tricot. Bisous.